Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Merci de votre présence à l'ouverture de notre nouvelle exposition Sympoétique, art de faire de la ville écologique. Mon nom est Cyril Veillon, je dirige l'espace Archizoom et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette exposition qui a été conçue par Archizoom avec le bureau d'architecture et d'urbanisme OUR, basé à Pantin, à qui je souhaite la très cordiale bienvenue à l'EPFL. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement l'équipe qui a réalisé ce projet, Chloé Valadier, Gaëtan Brunet et Alice Loumeau du bureau OUR, et l'équipe d'Archizoom, Roxane Legrel, Solène Hoffman et Béatrice Rabal, accompagnés de nos assistants étudiants. Un grand merci à vous tous pour ce magnifique travail. Cette exposition cherche à comprendre les liens fructueux et productifs entre, d'une part, la pensée écologique et, d'autre part, la culture du projet d'architecture. Elle s'inscrit donc très bien dans les réflexions que l'on propose à Archizoom depuis quelques années sur les changements profonds qui doivent s'opérer dans la discipline architecturale, surtout si on souhaite répondre de manière adéquate aux grands défis humains et environnementaux qui sont causés justement en très grande partie par l'urbanisation du monde. Donc, je vais faire peut-être avant de commencer un petit rappel rapide de quelques expositions que vous avez peut-être vues. En 2019, The Living City montrait l'émergence du civic design dans les villes modernes dès la fin du XVIIe siècle avec la création des grands parcs urbains et publics. Nous avons aussi montré une architecture qui ne cherche pas à résister aux phénomènes climatiques, mais plutôt à s'y adapter, à faire avec plutôt que contre. C'était le travail de l'architecte Kashef Chowdhury au Bangladesh, une des régions les plus peuplées au monde, mais aussi les plus impactées par le réchauffement climatique. Avec Sébastien Marot, nous avons posé la question de la fragilité de la métropolisation du monde vers laquelle on se dirige toujours à grands pas, qui est enseignée comme un mantra dans les écoles d'architecture depuis des décennies. C'était l'exposition Taking the Countryside, qui est visible en ce moment à la Belle de Mai, à Marseille. Et puis nous avons questionné le caractère inclusif de nos bâtiments et de nos espaces communs avec l'exposition sur le travail de la coopérative d'architecture féministe Matrix dans les années 80 à Londres. Et finalement, notre précédente exposition, Matière ultime, rendait visible la production de déchets non recyclés qui retournent à la Terre, les mâches-fer, et qui forment une couche sédimentaire polluée qui impacte évidemment durablement l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, pour continuer ces réflexions, Sympoétique nous propose d'enrichir l'acte initial qu'est le projet d'architecture avec une nouvelle attitude que je pourrais résumer à une attitude qui cherche simplement à ménager plutôt qu'aménager. Gaëtan et Chloé nous en diront davantage tout à l'heure. Ce projet, nous le devons à Roxane Legrel, qui a rejoint Archizoom il y a quelques mois en tant que curatrice. Et elle a eu la belle idée de développer une exposition à partir de la grande maquette que vous voyez ici. Roxane Legrel donc, est architecte et historienne de l'art. Elle s'est spécialisée dans la médiation de l'architecture. Elle a participé à la création de nombreuses expositions, dont notamment Eurotopie pour le pavillon belge de la Biennale de Venise, l'exposition itinérante de Baukunst, Performance and Performativity à Beaux-Arts, à Bruxelles, et au pavillon de l'Arsenal à Paris, Objects of Fascination. Elle a travaillé aussi dans l'édition et dans la publication, entre autres pour le Centre canadien d'architecture à Montréal et pour la revue A+, Architecture in Belgium. Et actuellement, elle est en charge des publications, des expositions et de la communication pour le bureau d'architecture 51 N4E à Bruxelles. Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration pour Archizoom. Mais avant de passer la parole à Roxane qui va présenter plus en détail ce projet, permettez-moi de vous présenter et de vous inviter aux événements de notre riche programme de ce semestre. Il y aura 3 rendez-vous organisés autour des 3 chapitres de l'exposition. Le 27 mars,
On fera un parallèle entre la culture écologique et la culture du projet avec le philosophe Pierre Charbonnier et l'architecte urbaniste Jamel Clouche. Ensuite, il sera question d'images, de formes et de relations esthétiques à partir de ce cloud d'images avec Sophie Dars de la revue Akatone et Sébastien Martinez-Barat, qui est avec nous ce soir, que je salue. Et pour terminer, Ido Abissar et Miyo Tsuneyama vont dialoguer sur l'enjeu principal du projet qui est agir avec l'incertitude, comment projeter dans des conditions données alors que l'avenir pourrait radicalement changer ces conditions. Je passe maintenant la parole à Roxane Legrel et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Bonsoir. Alors, comme l'a mentionné Cyril, l'exposition qu'on ouvre ce soir, Sympoétique, art de faire de la ville écologique, est la première exposition que je mets en place ici à Archizoom. Il est donc inutile de vous dire qu'elle occupe une place particulière dans mon parcours et que c'est notamment pour ça que je suis ravie de pouvoir la partager avec vous aujourd'hui et de vous voir présents si nombreux ce soir. L'histoire de cette exposition, elle commence avec une grande maquette de 9 mètres carrés exposée à Versailles en 2019. Une maquette qui s'est vue attirer l'attention pour son côté pop et joyeux, mais aussi et surtout pour les récits qu'elle illustre. Des histoires qui mettent en avant des relations plutôt que des objets et qui offrent un futur possible pour la ville et sa périphérie. Cette maquette que vous voyez là a formé le point de départ de l'exposition, le début d'un travail curatorial de plusieurs mois afin d'élargir la réflexion et d'étoffer le contenu présenté. Cette grande maquette s'est donc très vite fait accompagner d'une matrice d'images que vous voyez là exposée sur le mur, d'images de référence qui a petit à petit grandi pour atteindre aujourd'hui le nombre de 378. Pour cela, Our a fait une sélection personnelle et spontanée d'images qui nourrissent leur quotidien et influencent leurs pratiques. Ce sont des formes possibles qui peuvent nous inspirer pour la conception de nouveaux projets et qui forment une possible esthétique donc pour le 21e siècle. Finalement, pardon, c'était le lien d'image. Finalement, au cours de ces échanges avec Our, l'exposition a été complétée par un grand nombre de contributions que vous voyez sur les tables derrière, qui ont toutes été accompagnées de discussions. Les projets que vous verrez exposés sont très variés. Ils mêlent les disciplines et les échelles, mais ils se rassemblent tous autour de la question du processus mis en place. Un élément qui nous semble fondamental de valoriser pour le futur de notre pratique. Je tiens donc à remercier toutes ces personnes, internes et externes, qui ont accepté de participer et de partager leur travail dans le cadre de cette exposition. Et j'espère surtout que vous éprouverez autant de plaisir que moi à découvrir tous ces projets. C'est à travers ces diverses collaborations, avec Our en premier lieu, mais aussi avec l'équipe, les professeurs et les architectes externes, que l'exposition témoigne aujourd'hui de l'ambition d'Archizoom d'ouvrir ses portes aux synergies internes et externes à l'école d'architecture. Elles sont une force incroyable de cet endroit et nous semblent donc très importantes à développer dans le futur. C'est pourquoi l'exposition rassemble donc autour d'une thématique actuelle qui nous concerne tous, un grand nombre de personnes, de projets et de questions communes liées à notre discipline. Dans ce cadre-là, je tiens particulièrement à mettre en lumière la collaboration avec les étudiants et les étudiantes Arnaud, Basile, Manu, Nour, Esther et Antoine, qui nous ont aidés à mettre en place l'exposition et qui ont géré le montage d'une main de maître. Je dois avouer avoir été bluffée par l'ingéniosité des solutions trouvées, par la maîtrise des techniques nécessaires et par la précision dans l'exécution. Si cette exposition est en place aujourd'hui, c'est donc aussi et en grande partie grâce à vous. Merci beaucoup. Ensuite, je tiens à remercier mon équipe que j'ai découverte soudée et bienveillante et particulièrement Solène,
ma partenaire infaillible durant toute cette aventure, et évidemment Our. Merci pour votre travail sans relâche, votre pertinence et votre générosité, ainsi que les moments d'échange et de plaisir qui ont accompagné la préparation de cette exposition. Aujourd'hui, alors que les semaines de travail touchent à leur fin, l'exposition propose à travers 3 chapitres une recherche approfondie proposant plusieurs façons de lier la culture écologique à la culture du projet. Je laisse la place à Chloé et Gaëtan qui vous en diront plus sur le contenu exposé autour de vous. Merci beaucoup. Allez, faut se lancer, c'est relativement impressionnant. Merci d'être venus si nombreux ce soir. On voulait aussi démarrer en faisant quelques remerciements. Merci à Roxane et Cyril pour votre introduction. Nous tenons vraiment tout particulièrement à remercier l'ensemble de l'équipe Archizoom, Solène, Cyril, Béatrice et Roxane, pour leur bienveillance, leur précision et leur exigence, surtout pour nous avoir fait confiance. Vous nous avez également offert un cadre, en tout cas une opportunité extraordinaire pour un jeune bureau comme nous d'amener encore un peu plus loin des idées qui nous animent. Merci également au board d'Archizoom. Merci à tous ceux et celles qui nous ont accompagnés lors de nos réflexions. Je voudrais aussi dire un grand merci à Marie Casaban et Julien Claparède pour tout le temps que vous avez passé avec nous, pour les discussions toujours plus passionnantes et pour surtout le très beau texte que vous trouverez dans le petit livret violet que je vous invite vivement à lire. Je voudrais aussi dire merci à toutes ceux et celles qui constituent la matière de l'exposition. Antoine Espinasso, qui est quelque part ici, Pix, Altitude 35, Zefco, de nouveau Marie et Julien, pour notamment la contribution que vous découvrirez ici. Remercier aussi les 378 images qui nous entourent et nous bordent. Et également encore et surtout un grand merci aux architectes, aux urbanistes, aux paysagistes et aux artistes qui ont contribué au 3e chapitre. Évidemment, merci également aux graphistes, à la relectrice, aux traducteurs, aux imprimeurs et aux transporteurs. Un tout grand merci également à l'équipe de montage, les étudiants de l'école, qui effectivement, comme l'a si bien dit Roxane, ont été remarquables. Et c'est certainement grâce à eux qu'on a une si belle exposition aujourd'hui. Et enfin, un merci à l'équipe Our. Alice, merci pour tout ton travail et ton implication. Merci Elsa et Mathis pour votre solidarité. Voilà, nous sommes très heureux d'inaugurer aujourd'hui cette exposition qui nous a bien occupés ces derniers mois. C'était un exercice passionnant, le premier pour nous, très intense mais très riche. Voilà, je vais passer la parole à Gaëtan. Merci. Merci à tous d'être présents ce soir. On est très, très heureux d'inaugurer cette exposition avec vous aujourd'hui. C'est le fruit de quelques mois de travail et de quelques années de réflexion et d'engagement sur notre pratique. Donc, comme l'a dit Roxane, cette exposition, elle commence avec cette maquette qui a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire il y a 4 ans maintenant. Et en partant de là, on s'est dit qu'on avait envie de faire une exposition sur la ville écologique et de s'interroger sur ce mot qu'on entend beaucoup, sans vraiment très bien savoir à quoi il renvoie. Et on a en cela été accompagné à l'époque du travail sur cette maquette, et encore aujourd'hui dans le cadre de cette exposition, par Marie et Julien, nos partners in crime préférés pour poser des grosses questions. Donc, juste pour préciser, Julien est docteur en philosophie, Marie docteur en littérature, et donc ils nous aident à réfléchir sur le langage et sur les termes qu'on emploie et qui nous aident à fabriquer du projet. Et peut-être la première définition qu'il faut vous donner ce soir, c'est l'écologie. Comme vous le savez sûrement, qui est un terme et une discipline qui a été inventée par Ernst Haeckel en 1866, et qui nous dit cela, l'écologie est la science globale des relations des organismes avec l'environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence.
L'écologie donc s'intéresse aux êtres et aux écosystèmes en ce qu'ils constituent des ensembles qui s'informent et se modifient collectivement. L'écologie ne connaît aucun régime de spécificité à l'humanité. Elle considère par ailleurs qu'il n'y a aucun objet ou être autonome, mais que tous sont le fruit de leur coexistence et des relations qu'ils ont avec leurs voisins, leurs voisines et les environnements dans lesquels ils sont inscrits. Et donc que chaque intervenant d'un milieu possède une capacité propre à interférer sur les trajectoires des autres. L'humanité en fait d'ailleurs, avec l'ère anthropocène, la funeste démonstration. L'écologie nous oriente aujourd'hui, elle nous donne une autre manière de regarder le monde, un autre cadre, et elle nous permet de concevoir nos actions en termes d'incidence, en termes de répercussions, mais elle nous permet aussi de les envisager en termes d'alliances, de partenariats, de bénéfices mutuels que l'on peut tisser dans la sphère anthropique, mais qu'on peut aussi construire avec les autres vivants avec qui nous partageons les atmosphères et les sols que nous habitons. Faire ce petit point d'introduction, c'est aussi, en tout cas, ça a été, nous, dans la jeunesse de cette réflexion, un moment indispensable, aussi pour prendre position par rapport à ces injonctions qu'on attend tous les jours sur la ville, ce qu'elle devrait être. Et ça me rappelle peut-être cette citation de Colas qui nous dit qu'il est parfois important de s'intéresser à la ville telle qu'elle est, plutôt que ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle a été. Et on entend donc beaucoup ces invitations à penser la ville durable, la ville verte, résiliente, adaptable, connectée, la smart city. Et nous, ce qu'on propose ici, dans cette exposition, c'est pas une exposition sur la ville telle qu'elle devrait être, ou telle qu'on pense vous la décrire, mais plutôt comment l'écologie, donc cette manière de regarder le monde qui nous met en priorité la question des relations et qui nous dit que c'est ça qui nous fabrique. Il y a d'ailleurs ce petit schéma de Marie qui est très bien parce qu'en fait, il explique très bien comment en fait c'est le croisement de phénomènes multiples qui nous fabriquent, qu'ont fabriqué l'atmosphère, qui fabriquent les espèces. Et donc, c'est pas juste un écosystème ou des choses qui voisinent ou qui sont en réseau, mais vraiment fondamentalement comment le croisement de ces phénomènes nous fabrique, nous déforme, nous transforme. Et il y a peut-être cette figure qui donc a formé le titre de l'exposition, Sympoétique, qui est une manière en tout cas de penser qui nous semble particulièrement pertinente, et elle est justement à la rencontre de la culture écologique et de la culture du projet. Là encore, désolé, mais je vais refaire encore un peu de dictionnaire. Donc, sympoétique, c'est formé par le grec sim et poiesis. La poiesis a été définie par Ariston et Platon comme un art de faire, comme quelque chose qui se situerait entre la théorie et la pratique. On n'est pas très loin non plus de cette très belle phrase de Michel de Certeau qui nous dit une manière de penser investie dans une manière d'agir. On trouve que ça se prête assez bien à ce que nous faisons en tant qu'architectes tous les jours. Et c'est aussi un terme qui est employé dans les sciences du vivant, notamment par Donna Haraway dans le 3e chapitre de son ouvrage « Vivre avec le trouble ». Elle nous rappelle que c'est d'ailleurs une étudiante de master, Beth Dempster, qui l'a proposé en 1998, pour qualifier les systèmes se produisant de manière collective, dépourvus de frontières spatiales ou temporelles autodéfinies, au sein desquelles les fonctions d'information et de contrôle sont distribuées parmi les différents éléments qui les composent. Donc, sympoétique, c'est comment dire, vraiment un terme dont on dérive avec la pensée écologique. C'est aussi donc poiesis, faire. Vous avez sûrement eu des profs de théorie qui vous disent que l'architecture est une poiesis autant qu'elle est une techné, mais le sim qui vient devant nous dit que c'est un faire qui se fait à plusieurs. Donc sim qui est avec ou ensemble, donc sympoétique c'est faire ensemble, un faire fusionnel, faire avec. Et ça ouvre plein de manières de concevoir le projet.
Peut-être juste quelques mots sur le projet, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, et peut-être une inquiétude qu'on perçoit, qu'on vit nous au quotidien dans notre agence, c'est qu'on perçoit aussi, étant tous les deux enseignants en école d'architecture, Chloé à Rouen, moi à Versailles, où on sent cette inquiétude grandissante dans les plus jeunes générations sur le faire projet. Est-ce que ça a encore du sens quand on sait à quel point nos actions ont été dévastatrices pour l'environnement? Et donc, on sent qu'on arrive à un point critique. Il faudrait être aveugle pour pas voir que notre environnement est dévasté et qu'il pose du coup une question fondamentale sur le projet qui est un acte en devenir et donc comment anticiper si notre capacité à prévoir est autant altérée par un environnement qui change de plus en plus vite. Donc, comment continuer à faire du projet? Et c'est ça la question qu'on pose ici aujourd'hui et qu'on pose avec cette exposition sans proposer de réponse fondamentale, dogmatique, mais plutôt en essayant de dire comment l'écologie peut nous informer, nous proposer de nouvelles coordonnées pour penser le projet. Je suis long là ou ça va? Ok, peut-être juste quelques mots rapides sur le projet. En fait, nous, on croit fondamentalement au projet. On pense qu'on est rentré dans une époque où on a une pensée très d'ingénierie, avec énormément d'injonctions morales, performantielles, normatives, et que le projet, ou que, en tout cas depuis ce qu'on apprend en école d'architecture, on apprend un art de faire particulier, qui est, on a juste pris 4 idées qui nous semblent intéressantes. La première, c'est cette idée que le projet se forme dans une lecture simultanée à une écriture. Ça, c'est André Corbos qui le dit. Quelque part, le projet est la mise à jour de potentialités qui sont inscrites dans des situations données qu'on analyse. Donc, le projet est une explicitation. Le deuxième point du projet qui nous semble fondamental, c'est le fait qu'il apporte des réponses spécifiques, dédiées, localisées, datées, situationnelles, en somme, à des cas particuliers. Et donc, il n'y a pas, à la manière d'un ingénieur, en tout cas cette approche totale ou de répondre à des problèmes. On ne répond pas à des problèmes en tant qu'architecte. Troisième point, la question, troisième point fondamental, c'est l'idée que le projet est une composition. Alors, quand on dit composition, on n'entend plus dans le sens de la belle forme ou des ordonnancements savants, mais dans la recherche d'une concorde entre des aspirations qui sont souvent disparates, un avancement à plusieurs, l'articulation de phénomènes qui sont complexes et qui sont incidemment convergents dans un espace de projet. Et enfin, le dernier point qui nous semble aussi essentiel, c'est l'idée que le projet soit donc un art de faire en puissance, en devenir, et que donc quelque part, c'est la projection aujourd'hui d'une image ou d'une ambition dans ce qui vient, dans le futur. Projeter, c'est littéralement jeter en avant. Nous pensons que ces 4 points, en tout cas que le projet ou ces 4 points qu'on identifie, forment un mode d'agir particulièrement adapté aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Probablement bien plus opérant que toutes les injonctions normatives auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Alors, en faisant nos recherches, on est tombé sur un numéro d'architecture d'aujourd'hui, de 1980, sur l'architecture solaire, que je ne vais pas vous lire. Mais il nous disait quand même des trucs vraiment bien. Et qui sont d'une actualité incroyable. Hein. C'était quand même il y a 43 ans. Peut-être juste pour vous lire un petit bout, non, juste cette partie finale. Sur le site international d'études aujourd'hui que la longue expression architecturale de mêmes bâtiments construits suivant les mêmes recettes productivistes, sous des latitudes différentes, la technique corrigeant les écarts de climat. Mais la technique n'est pas neutre, elle consomme, cher, pollue et remet par la même en question les dogmes du modernisme. La maison ne peut plus être la machine à habiter démocratiquement imposée à tous, mais un objet autre dans lequel la notion de confort primerait sur celle de progrès. Une construction qui ne serait plus conçue suivant des théories livresques, mais de longues réflexions sur les conditions climatiques, économiques, culturelles, locales, complétées par les acquis d'expériences antérieures. Un ensemble de systèmes actifs ou passifs, d'éléments statiques ou dynamiques, se modifiant suivant les heures et les saisons. Une architecture qui ne serait pas stéréotypée, mais changeante et imprévisible, une non-architecture.
En fait, dans ce texte-là, et puis aussi dans tout le numéro et un certain nombre de publications de l'époque, il y a toutes les questions qui se posent à nous aujourd'hui sur le confort, sur le progrès, sur l'imprédictibilité. Et oui, ça, vu pour la blague, c'est le père de Chloé qui nous a fait ces numéros. Donc, je le remercie pour ça en disant tout était déjà dit en 1980. Il me répond, bonjour Gad, si on avait développé un peu plus toutes ces idées, on serait peut-être un peu moins dans la merde. Voilà. Donc, en gros, voilà, comment la culture écologique nous emmène à un nouvel endroit pour penser le monde qui vient, pour continuer à concevoir du projet, pour aussi se dire que l'architecture et l'urbanisme, que notre manière d'envisager le monde est toujours opérante et probablement très juste pour relever les défis qui sont les nôtres. On a voilà, conçu l'exposition avec 3 chapitres qui posent 3 questions complémentaires. Il ne cherche pas à proposer de solutions a priori, mais plutôt des pistes de réflexion dont vous pouvez vous saisir si ça vous intéresse. On va les présenter assez brièvement, voilà, pour que vous ayez le temps de faire un tour de l'exposition et qu'on puisse boire un coup après. Donc la première partie, c'est cette maquette, qui est une maquette au 1,87e, voilà, qui est l'échelle des petits trains, qui est en fait pas une vision utopique de la ville, c'est un assemblage en fait de questions, de protocoles, de dispositifs, de formes architecturales qui existent aujourd'hui et qui nous semblaient toutes pertinentes dans les relations qu'elles entretenaient avec l'environnement, avec les habitants de ces architectures qui sont humains ou non humains, avec comment dire, des réflexions aussi sur le temps long du projet. C'était aussi une manière pour nous à l'époque d'avoir un discours un peu enjoué aussi sur les enjeux qui sont les nôtres, de dire qu'il y a des solutions qui sont positives. Alors oui, c'est un travail qu'on a fait évidemment à plusieurs pendant quelques mois. Donc voilà, tous les noms sont là, Bourg, Pix, Altitude 35, Zespo, Marie, Julien et Antoine, donc architectes, paysagistes, ingénieurs en développement durable, philosophes, littéraires et puis artistes. Donc Antoine a pris les belles photos qui sont derrière, qui sont une manière de décrire la ville aussi aujourd'hui. Voilà, si on dit, si le sous-titre c'est Art de faire de la ville écologique, ça nous pose la question aussi de ce qu'est la ville aujourd'hui. La ville est évidemment plus cette forme éminemment artificielle qui se distingue d'une ruralité. Mais les choses, elles sont aujourd'hui, en tout cas depuis au moins l'après-guerre, beaucoup plus confuses, beaucoup plus complexes, avec des formes qui s'interpénètrent. Une ville qui est aussi fragmentaire, qui aménage énormément d'espaces interstitiels, qui sont aussi des lieux de négociation entre les fonctions qui ne sont pas capables de voisiner, industrie, habitat, infrastructure. Donc, il y a ce reportage de photographie qui décrit d'une certaine façon ce qu'est la ville aujourd'hui, et puis la maquette qui cherche à prendre pied dedans, avec cette idée aussi, Cyril, tu parlais de métropolisation tout à l'heure. Nous, on pense que, on n'est pas tout seul à le penser, hein. Il y a Michel Rousseau, par exemple, qui nous dit que rien n'est plus urbain aujourd'hui que d'être rural, que les structures de la ruralité voilà, ont disparu avec le progrès technique. En France, je crois qu'il y a 1,5% d'agriculteurs, donc il y a plus cet environnement culturel qui fabriquait la ruralité. Aujourd'hui, on est tous urbains, on roule tous dans les mêmes voitures, on voit tous les mêmes télés, on a tous Netflix, ou même si on n'a pas vraiment ça, on est quand même urbain d'une manière différente. Et donc, nous, quelque part, on pense qu'il n'y a pas d'opposition à former entre la ville dense, la périphérie, le rural, mais que c'est des modes d'habiter qui sont d'ailleurs aujourd'hui rendus extrêmement fluides, avec des trajectoires qui voilà, se sont accélérées avec le post-Covid, où on peut passer d'un environnement à l'autre. Et donc, imaginer la ville écologique, c'est imaginer la ville écologique dans tous ces territoires. Ça, c'est quelques images de la grande nappe sur laquelle on avait travaillé à plusieurs, qu'on avait fait cette maquette, qui est elle-même un bricolage formé par
par des éléments manufacturés qu'on a trouvés dans des magasins de quincaillerie. Il y a des plantes qui sont des vraies plantes, des petits gruyaux qui viennent d'Allemagne, des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et donc, une maquette qui est vraiment composite en elle-même, qui est un bricolage qui est déjà à faire avec. Le deuxième chapitre, on est là, ouais. Le deuxième chapitre, il est arrivé effectivement à partir d'une sélection de références qu'on avait formée à l'époque de la maquette, et puis qui, comme l'a dit Roxane, s'est beaucoup amplifié dans le cadre de l'exposition. Aussi autour d'une question fondamentale, on ne peut pas s'interroger sur qu'est-ce que peut être la ville écologique sans s'intéresser à ce que pourrait être une architecture écologique. Et aujourd'hui, on travaille toujours de cette façon avec les systèmes techniques et les concepts issus de la modernité. Et on nous reproche en tout cas souvent d'être complice d'une modernité prédatrice, extractiviste, avec le béton, la pierre, l'acier, le verre. En même temps, sommes-nous tous prêts à consentir à laisser le confort de l'habitat moderne et la rugosité des vies antérieures à la modernité? Et donc, on pense avec ça que la réflexion sur l'architecture et sur les modes d'habiter de demain, elle se porte dans les champs d'architecture, mais aussi de manière générale comme une question sociétale qui implique de réfléchir à l'habitat, de réfléchir à l'occupation du territoire, à son aménagement, à la mobilité. Et donc, l'hypothèse qu'on fait ici avec ces images, c'est de dire qu'en tout cas, il y a probablement un nouveau langage à inventer, qu'on n'invente pas un langage en claquant des doigts. Donc, c'est une collection d'images référentes qui nous viennent de l'architecture moderne ou contemporaine, des architectures qui sont savantes, mais aussi des architectures vernaculaires qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs aussi, et qui proposent donc sous la forme d'une sorte de table de montage, mais aussi une espèce de frise, des images qui nous permettent peut-être de se dire est-ce qu'on peut penser la question de l'habitat ou d'une architecture plus consciente environnementalement à partir de l'espace, à partir des formes. Et donc, il y a en tout cas une frise qui va du gazeux, qui passe par des formes concaves, qui sont réceptacles d'eau, des formes convexes qui sont déjà elles-mêmes des habitacles. Des bâtiments textiles qui sont fabriqués avec du feutre, avec du coton, des bâtiments qui sont poilus, qui sont capables de réagir à la pollution, qui prennent des formes organiques, qui s'ancrent dans le sol, qui composent avec leur environnement, et puis qui finissent voilà, dans des environnements plus cristallins, presque disparaissants. Et donc ça, c'est vraiment la base d'une réflexion qu'on aimerait continuer, qui, on l'espère, vous inspirera, mais en tout cas sur la diversité formelle dont on dispose, si on veut effectivement remplacer des structures dont on hérite avec la modernité. C'est un peu un grand album de famille aussi, on pourrait dire. Donc moi, je vais reprendre la main pour vous présenter le troisième chapitre. Ne m'en voulez pas, je risque de plus regarder ma feuille que... ce troisième chapitre, lui, nous parle donc du projet. Le projet, comme le disait Gaëtan, en introduction, c'est un art de faire en puissance. Il se repose et se déploie sur la base d'une vision prédictive du monde. Donc, il nous demande de prévoir, de planifier, d'anticiper, de modéliser. Ce regard appelle donc à une certaine permanence des conditions de notre contexte, que ce soit le territoire, le climat ou encore l'économie. Ce sont ces conditions mêmes qui nous permettent d'établir des visions prospectives, globales, dans lesquelles s'inscrivent et prennent place les projets spécifiques que l'on construit. Les désordres actuels que l'on connaît et qui sont amenés à se reproduire et s'amplifier de façon plus soutenue perturbent. Non, je peux. Il fallait que ça m'arrive à moi. Je sais pas, ça marche ça? Oui. Non. Bon, je peux le faire comme ça. En tout cas, perturbe notre capacité à projeter et notre capacité à nous projeter.
C'est un fait que l'on observe au sein de notre pratique d'enseignant, comme le disait Gaëtan, mais aussi également dans notre pratique, et aussi on pourrait le dire également comme de simples habitants de cette planète. C'est pourquoi dans ce troisième chapitre, nous avons souhaité mettre en avant des pratiques qui inventent des manières d'agir face à l'incertitude de l'avenir, des projets dans lesquels vision et processus s'informent mutuellement et continuellement, des pratiques qui imaginent enfin de nouvelles manières de faire du projet. Nous avons cherché des projets prenant la forme de trajectoires où les potentialités restent ouvertes et multiples. Des projets capables de s'actualiser perpétuellement au gré des turbulences. Car il nous semble que c'est cette attitude qui nous permettra de continuer à construire, en l'habitant, le monde qui vient. Ce troisième chapitre est intitulé « Perspective opérative des temps troubles ». C'est en fait un plaidoyer pour le faire, pour le projet, comme l'ensemble de l'exposition d'ailleurs. Vous entendez ? Il est présenté très simplement sous la forme de tables de travail où voisinent 25 contributions d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes, de praticiennes et praticiens, de chercheuses et chercheurs et d'artistes. Ces projets n'ont pas été élaborés pour cette exposition. Ils sont issus de commandes opérationnelles, publiques, privées. Ils ont été élaborés lors de résidences ou encore ils sont à l'initiative personnelle des bureaux. Selon nous, et c'est pourquoi ces pratiques sont ici exposées, ce qui en tout cas les rassemble, c'est le fait qu'elles agissent et cherchent à résoudre l'aporie du projet dans l'imprédictible. L'aporie étant une difficulté à résoudre un problème. Ces perspectives, comme on appelle les contributions, nous apprennent à agir selon des modalités tactiques ou stratégiques. Le projet prend la forme d'une enquête. Il se modèle avec le concours des forces naturelles alliées, avec ce dont il dispose autour de lui. Il se compose dans le temps et évolue au gré de ceux et celles qui s'installent à la table des négociations. Il vise le temps long, mais se fragmente en entités maîtrisées ou bien abolit l'idée de sa finalité. Ici, le projet n'opère plus sous la figure d'une vision surplombante qui se confronterait à une réalité malléable, mais apprend à s'ajuster avec l'incertitude. Le projet, ce jet en avant, procède dès lors par petits lancers, rebonds ou bifurcations. Vous verrez que dans ce chapitre, l'accent est mis sur la question du processus, comme l'introduisait Roxane. Le processus de projet, qui effectivement prend une grande variété de formes selon les démarches, les échelles ou encore les formes de pratique. Vous verrez exposer des manières de regarder le territoire ou bien de le cartographier avec, par exemple, Wim Kuijvers ou encore Simon Boudvin. Il y a des expérimentations autour de la matière, comme l'échantillon que vous verrez, par exemple, dans l'aquarium du bureau MBL, ou encore le tapis clair de Louise Morin. Troisième étape. Il y a aussi des projets de territoire qui agissent et réagissent aux différents contextes qui les engagent et travaillent simultanément à la petite échelle. Je pense notamment au projet de la base 217 de l'AUC qui construit un véritable écosystème. Il y a aussi des projets d'architecture qui nous montrent comment travailler avec le temps. Vous trouverez la maison de Miyo Tsuneyama, ou comment encore inviter le vivant, par exemple, dans l'architecture même avec la maison du bureau des plus. Mais je ne vais pas m'embarquer à tous les faire, je pense qu'ils sont là, ils sont exposés de façon relativement généreuse. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des contributeurs et contributrices qui ont vraiment joué le jeu dans des délais quand même extrêmement courts, de nous montrer d'autres matériaux, d'afficher en vis-à-vis des documents que l'on connaît. J'entends par là les beaux dessins ou les belles maquettes que nous sommes accoutumés à voir. Ils nous ont montré des documents de travail, des documents de processus, des documents de recherche, des photos de chantier. Pour conclure, ces contributions mettent en œuvre des protocoles agiles, oscillant entre tactique et stratégie, enquête et prospective, processus et vision. Elles déjouent l'imprédictible en développant des systèmes résilients et itératifs. En somme, et vraiment pour conclure, le projet devient une forme ouverte, mesurée et adaptative. Le projet est attentif à ceux qui l'environnent. Merci. J'ai oublié de passer les slides, je crois, mais voilà, moi, je n'ai rien ajouté. Je passe les images, mais vous pouvez maintenant, on va découvrir cette exposition. Et puis, je vous mentionne le prochain rendez-vous lundi prochain, déjà, nous serons là avec Myriam Chabani, en dialogue avec Qamar Islam, et aussi l'association des étudiants d'architecture, Hazard. Donc, je serais réjoui de vous retrouver
la semaine prochaine, mais pour ce soir, on vous invite tous à un apéritif qui aura lieu à la sortie de l'exposition et on va rapidement enlever les chaises pour que vous puissiez découvrir l'exposition dans son état.